Messieurs, dames, la conférence que vous attendez avec impatience et qu'impatience attend avec vous. Une conférence qui s'annonce riche et importante puisqu'on va vous donner tous les tips pour survivre en 2050. On vous souhaite tous de survivre, tous, jusqu'en 2050 ici évidemment, et d'être heureux aussi 2050. Donc bienvenue, ceux qui s'installent finissent de s'installer. Petit big up avant à Pascal, qui est la sketchnotrice de cette table ronde, mais qui surtout en fait a sketchnoté toutes les autres tables rondes avant. Moi, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau de Pascal, mais c'est assez fou parce qu'elle arrive à enregistrer les données clés, en faire des petits schémas très bien, tout mettre en ordre, et c'est assez bluffant. Donc, on affiche ces œuvres dans la salle, là-bas où il y a les auteurs, et donc allez les voir après. C'est super. Et puis, on va rentrer dans le dur avec nos trois invités exceptionnels. Alors, on va commencer par Dominique Bourg. Dominique poursuit l'œuvre de Socrate. Il cherche la sagesse, il l'aime, il est philosophe, tout simplement. Voilà. Ah, il l'a trouvé en plus. Il va vous révéler. Qu'est-ce qu'on voit en sortant de la caverne Christian. Alors Christian, un peu plus compliqué à présenter parce que donc Christian, il est explorateur de l'extrême, il est aussi chercheur, spécialiste en neurosciences, en sciences du changement du comportement, en sciences de l'adaptation humaine. Il est président du Human Adaptation Institute. Puis Christian, c'est quelqu'un qui aime bien traverser les déserts les plus chauds de la planète avec pas assez d'eau. C'est quelqu'un qui aime bien enfermer des 40 personnes dans une grotte pendant 3 mois, leur mettre des petits capteurs et voir ce qui se passe. Voilà, c'est quelqu'un de... Moi, je l'adore, qui est assez fou. Mais vous l'avez peut-être vu avant. Ouais. Et puis Nathanaël, qui est aussi quelqu'un de très pluridisciplinaire, puisqu'il est chercheur en sciences de l'environnement, mais il est aussi très bon en sciences de la pédagogie, s'intéresse à comment est-ce qu'on transmet l'enseignement du changement climatique aussi dans l'enseignement supérieur, etc. Et puis, ces trois messieurs ont sorti des livres. Dominique, Dévastation, les questions du mal aujourd'hui, c'est son dernier, mais aussi les leçons des limites planétaires chez Actes Sud, publié récemment. Et ça, c'est aux Presses universitaires de France. Nathanaël, 2049, ce que le climat va faire à l'Europe. Voilà les réponses dans ce livre. Et puis, Christian, les clés de l'adaptation humaine pour construire un futur possible. Messieurs, on va commencer peut-être avec toi, Nathanaël. On va parler peut-être au début de la question des températures et ça va donner quoi les températures en Europe en 2050 et qu'est-ce que tout ça risque de provoquer? Merci Pierre, bonjour. Un grand merci à tous les organisateurs pour ce festival absolument exceptionnel. Alors peut-être vous êtes déjà retrouvés en présence de personnes, de proches dans vos familles, avec qui vous commencez à engager une conversation, puis vous sentez que, je sais pas, le truc qui passe pas très bien, vous parlez de questions environnementales, écologiques, ou vous parlez de la planète, ou etc. Et puis parfois on peut se sentir un peu court comme ça en termes d'arguments, ou alors trop impliqué émotionnellement. Enfin bref, on a envie de pouvoir transmettre à l'autre quelque chose, des préoccupations, des éléments scientifiques qu'on a intégrés, retenus, et puis voilà, on a du mal, ça passe pas. Eh bien, 2049, je l'ai écrit pour ces 3 personnes de votre entourage. Voilà, en gros, ça s'achète par paquet de 3. Moi, je suis pas un expert en vente. Hein, j'en parlais avec les collègues là hier. Bon, presque, peut-être là, il y a un truc. 2049, pour moi, donc ça fait quelques années que je travaille sur les questions climatiques. Et puis, le fait d'être immergé dans une littérature qui est la littérature scientifique, c'est-à-dire je suis chercheur, en plus de lire les éléments qui sont à ma disposition, je vois des trucs. Mais tous les chercheurs, ça fait la même chose en fait. C'est comme si on mettait des lunettes de réalité augmentée, comme ça, on voit des trucs. Et on voit un mouvement, on voit quelque chose qui est en train de se passer. Et ce quelque chose, c'est nos sociétés, notre monde, si on reste sur la même trajectoire climatique. Et 2049, c'est ça, c'est les choses que je vois dans ma tête si on reste sur la même trajectoire climatique. Et ces choses-là, c'est pas que celles que j'ai dans ma tête, c'est celles que les chercheurs ont dans leur tête lorsqu'ils travaillent.
Et alors, comment faire pour voir ce qui est devant nous? Ce qui est devant nous dans 25 ans, on pourrait dire ce qu'on peut toucher à hauteur d'humain, à hauteur d'existence humaine. Il y a une méthode assez simple qui consiste en 4 piliers. Le premier pilier, c'est parler de la Terre, partir de la Terre, de ce qu'on appelle le système Terre, qui est organisé autour de tipping point, de dynamique, de logique non linéaire. On entend parfois Jean-Marc Jancovici qui dit « vous n'avez encore rien vu ». Oui, c'est vrai, on n'a encore rien vu. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui en termes climatiques, jusqu'à présent, hein, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais jusqu'à présent, c'est des choses qui sont linéaires, qui sont voilà, on a envoyé un petit peu de CO2 dans l'atmosphère, c'est un petit peu réchauffé, on en envoie un peu plus, on sent que ça se réchauffe un peu, mais si on en envoie encore un peu plus, alors il peut y avoir un effet non linéaire avec la cause. Et donc voilà, ça c'est la première chose, cette dynamique non linéaire. La deuxième chose, c'est une base de données, pour deuxième pilier de cette méthode pour voir 2049, c'est une base de données de plusieurs milliers d'articles dans lesquels je suis immergé et puis collecté comme ça année après année. Le troisième pilier, c'est partir de la vie des gens, partir de nos vies. Les calottes glaciaires, elles ne m'intéressent pas en tant que telles. Les barrières de corail non plus, la moque non plus, etc. Ce qui m'intéresse, c'est comment nos vies, nos existences, elles sont reliées par des fils à des éléments de la Terre. Et ces fils, il faut les rendre visibles, il faut les rendre intelligibles. Voilà. Donc partir de nos vies et de la façon dont nos vies vont être impactées, très concrètement, hein, comment nos vies, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, quel type de tourisme on va pouvoir faire, quel type de loisirs, comment nos vies professionnelles vont être impactées ou pas par des ruptures, etc. Et puis aussi comment la mort va surgir dans nos existences, dans nos familles, etc. Et le quatrième pilier, pour voir ce qui est devant nous, c'est simplifier, sans jamais réduire, sans jamais tordre le réel, mais pour que les éléments scientifiques puissent être perceptibles, compréhensibles. Et puis après, à partir de là, j'ai essayé d'identifier 9 conditions d'existence. Si on reste sur cette trajectoire climatique, 9 conditions d'existence. Je vais juste les nommer là très, très rapidement. Les conditions d'existence, c'est la non-linéarité. Alors la non-linéarité, j'en ai dit un petit mot. Peut-être on peut prendre juste une image. Chacun de nous, on a déjà fêté une fête d'anniversaire, en fait, tout simplement. Dans une fête d'anniversaire, on prend des ballons de baudruche, hein, on souffle dedans, puis on les pendouille. On est d'accord ? Et donc, quand on prend un ballon de baudruche, on souffle, et en fait, le volume, il augmente de façon linéaire à l'air qu'on injecte. Voilà. Un petit peu d'air, ça gonfle un petit peu. Beaucoup d'air, ça gonfle beaucoup. C'est comme ça, en première approche, que fonctionne le système climatique. Un petit peu de CO2, un petit peu de réchauffement, beaucoup de CO2, beaucoup de réchauffement. Et là, je reprends le ballon de baudruche, jusqu'à ce qu'un millilitre d'air en plus fasse exploser le ballon. Jusqu'à ce qu'un petit peu de CO2 en plus génère un effet non linéaire, non proportionnel avec la cause. Et le risque climatique fondamental sur lequel sont nos sociétés, c'est celui-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première condition d'existence. La deuxième condition d'existence du livre, c'est la chaleur mortelle. Aujourd'hui, il y a 50 000 personnes qui décèdent tous les ans sous l'effet de vagues caniculaires estivales en Europe, dans l'Europe occidentale. Voilà. Ces dernières décennies, c'est 50 000 personnes tous les ans. Et de fait, si on est sur la même trajectoire climatique, la mort surgit de plus en plus dans nos existences. Le troisième élément, c'est la pénurie, à commencer par la pénurie d'eau, qui est la mère de toutes les menaces. La mère de toutes les menaces qui vient complètement gripper notre modèle économique, hein, qui a 2 types de carburants, hein, les énergies fossiles et l'eau. Le quatrième, c'est le dépeuplement. Effectivement, avec cette question de se dire, mais est-ce qu'on peut arriver à vivre, nous, sur une planète dépeuplée? C'est un peu le grand mythe ou le grand fantasme, en fait, de la puissance humaine, hein, de se dire, bon, ben, les animaux, les oiseaux, etc., s'effondrent, les populations s'effondrent, mais en fait, nous, on est quand même plutôt des génies, on va réussir à survivre. Ben, non, en fait, la coexistence, elle précède l'existence, et ça, c'est une donnée absolument fondamentale. Et puis la contamination des corps, à commencer par les pollutions plastiques. L'imprévisible,
Ça, on commence à l'éprouver avec les événements climatiques extrêmes de plus en plus forts et fréquents. La faim, ça c'est le grand drame de l'Europe. L'Europe, c'est le continent qui a réussi à vaincre la famine historiquement. Et de fait, si on continue sur cette trajectoire, c'est le grand retour des famines sur le continent européen. La migration et la guerre, et enfin le chaos. Voilà. Le chaos, la désaffiliation, etc. Dit comme ça, c'est rude. 2049, c'est un livre qui est rude. C'est un livre qui nous met en prise avec le réel, qui nous permet d'avoir les yeux en face des trous. Pas pour s'amuser à se faire peur. Moi, j'ai aucune fascination pour le glauque et pour le morbide, parce que le réel, c'est le lieu de l'action. Le réel, c'est l'endroit où on peut avoir du pouvoir, c'est l'endroit où on peut avoir de la puissance, c'est l'endroit et c'est le seul endroit où un soulèvement est possible. Merci. Tu l'as évoqué très succinctement sur l'évolution des températures. Je me tourne vers toi, Christian, parce qu'avec le Human Adaptation Institute, vous travaillez beaucoup sur les effets physiologiques de température qu'on va connaître dans les prochaines décennies. J'aimerais que tu nous en parles de qu'est-ce que ça fait à nos corps, en fait, et comment est-ce que le corps humain s'adapte à tout ça. Bonjour tout le monde, ça va? Non, je vous demande quand même parce que... alors, moi, je vais vous faire une description de quelque chose dans un contexte précis, celui où on ne change pas de trajectoire. Donc, ça veut dire que ce que je vais vous décrire, c'est quelque chose qui est évitable jusqu'à un certain point. Je vais essayer de vous faire imaginer une journée. On est le 18 août 2050 et voilà 10 jours que la canicule, telle qu'on a eu un tout petit peu cet été, sévit, pardon. Et cette canicule de 2050, ce qu'on appelle canicule aujourd'hui, il faudra qu'on trouve des nouveaux termes, parce que quand on parle de canicule aujourd'hui, c'est quand on dépasse 32 degrés dans certaines régions ou 35 dans d'autres. Là, on parle d'une canicule où on a du 48 degrés en pic durant la journée et du plus de 30 degrés en moyenne sur 24 heures. Vous êtes au 10e jour de cette canicule. Vous n'avez plus d'eau chez vous, dans votre frigo qui commence à montrer des signes de faiblesse. Vous décidez de partir en acheter. Vous sortez dans la rue et vous allez à pied jusqu'au supermarché. Le supermarché, il a une demi-heure de marche. Vous marchez. Durant cette demi-heure, vous commencez à sentir que votre rythme cardiaque augmente. Vous étiez naturellement vers 70 battements par minute. Vous avez cette petite augmentation de la marche qui monte à 85 pulsations minute, et puis soudainement, vous sentez que vous arrivez à 95, 100 degrés. Vous commencez à sentir une sorte de fièvre. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il se trouve que votre corps, lui, pour certaines personnes, pas pour tous, il va passer en cette demi-heure d'une température linéaire normalisée de 36,5 à peu près à 39, voire 40 degrés. Et puis soudainement, vous arrivez finalement enfin au supermarché pour acheter de l'eau. Toutes les linéaires de l'eau sont vides parce que tout le monde a voulu acheter la même eau. Il n'y a donc plus d'eau dans le supermarché. Vous savez que vous allez devoir rentrer chez vous et prendre de l'eau du robinet. Le problème, c'est que l'eau du robinet, elle est purifiée sur une eau qui a dépassé les 30 degrés dans les rivières et les lacs. Ça veut dire que nos systèmes de purification, de traitement des eaux, ne sont pas capables de la purifier, puisqu'au-delà de 29 degrés Celsius, le système de traitement des eaux ne purifie pas toutes les bactéries. Vous savez donc qu'en buvant l'eau, vous allez prendre un risque bien réel. Mais vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin de boire. Et puis, vous commencez à revenir, en sachant que vous allez devoir boire cette eau. Et là, vous voyez une personne qui tombe dans la rue. A-t-elle trop chaud, un coup de chaleur, un simple évanouissement, mais forcément, cette personne qui tombe, vous voulez l'aider. Vous allez vers elle, vous savez que vous devez appeler les secours, vous sortez donc votre téléphone portable pour le faire. Au moment de vouloir presser sur le bouton pour appeler le 112 ou le 115, vous constatez que votre téléphone vous dit « trop chaud pour être utilisé ». Vous parvenez néanmoins, grâce à une personne qui avait... Je ne sais pas comment conserver un vieux Nokia 3910 dans sa poche, sorti d'on ne sait où. Mais on ne sait jamais, il y a peut-être des gens malins. Vous appelez donc finalement quand même ce fameux 112 ou 115 pour faire venir une ambulance. Et là, on vous répond une chose toute simple. Notre ambulance ne roule pas. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que tous nos appareils, téléphone, voiture, climatisation,
ont quoi à l'intérieur? Des puces électroniques pour les diriger. Ces puces électroniques s'arrêtent à 42 degrés. Tous vos appareils techniques, toutes les climatisations françaises commencent à s'arrêter au-delà de 42 degrés. La personne est au sol, vous avez très soif parce que voilà déjà 45 minutes que vous êtes parti pour acheter de l'eau qu'il n'y avait pas au supermarché, vous ne pouvez plus tenir. Vous vous empressez donc de rentrer chez vous pour boire cette fameuse eau dont vous ne savez pas si elle va vous permettre d'être malade ou pas. Je vais vous décrire, ça paraît un scénario aberrant et impossible. C'est arrivé déjà dans 5 villes du monde, au Pakistan, en Inde, en Iran et au Ghana. Exactement ce scénario tel que je viens de vous le décrire. Alors, se disant, moi je suis quelqu'un, j'aime pas faire ce que je viens de faire parce que je suis pas quelqu'un qui veut faire peur aux gens. Parce que je sais, et on en parlera dans une deuxième partie de cette conversation, que c'est seulement votre espoir de faire changer les choses qui va vous permettre d'agir. Si je vous ai décrit ça, c'est parce que c'est une réalité qu'on commence à observer de manière de plus en plus concrète, que ce soit dans les villes qu'on étudie, notamment Pakistan, Inde, Iran et autres, et qu'on observe maintenant dans le Climate Sense, cette chambre climatique mobile qui nous permet de simuler une température du futur dans laquelle on mène des études scientifiques qui nous permettent de voir un certain nombre de fonctions systémiques. Pourquoi c'est si compliqué pour nous, en tant qu'humains, si jamais on est sur cette trajectoire-là et qu'on arrive sur ce genre de température? Parce qu'on a un système de thermorégulation qui, lui, est merveilleux, fonctionne super bien au niveau physiologique, avec 2 grands problèmes. Le premier, c'est que notre cerveau est contenu dans une boîte fermée qui n'a pas d'aération et qui n'a pas de système transpiro-évaporatif. Donc, votre cerveau est très rapidement confronté à une problématique lorsque la température dépasse 27 degrés, je dis bien 27 degrés, il commence à ne plus pouvoir totalement se rafraîchir. Beaucoup d'études aujourd'hui montrent qu'au-delà de 27 degrés, vous commencez à avoir les premières constantes de problèmes. Il y en a 2 très intéressantes qui sont faciles à trouver sur Internet, c'est pour ça que je vous les cite. Une étude qui a été faite à New York sur les accidents. Eh bien, au-delà de 27 degrés, à chaque degré supplémentaire en linéaire moyen, vous avez 1,5 à 2% d'augmentation des accidents de la route, par exemple, parce que la concentration est moins bonne. Vous avez une étude que j'aime beaucoup, qui est encore plus rigolote. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais, non, mais si, enfin, bon, faut voir les choses de mon côté, quoi. On a analysé 2,8 millions de discours de personnalités politiques, 8000 personnalités politiques dans 8 pays différents. Donc, c'est quand même une cohorte qu'on considère un peu référente. Hein. Et ben, pareil, à partir de 27 degrés, chaque degré supplémentaire, vous avez une decrease, un déficit de nombre de mots utilisés, de rapidité du langage et de compréhension de ce que les gens disent. À savoir qu'ils inversent les mots dans les phrases. Bon, le coup de bol pour nous en France, c'est qu'il n'a pas fait chaud pendant que Bayrou était Premier ministre. Quand même le dire, parce que sinon, je vous ai fait, voilà. Donc, évidemment, ce sont des marqueurs pour nous qui sont ce qu'ils sont, mais qui montrent bien qu'à partir de certains seuils, on commence à avoir quelques difficultés. Je ne vais pas faire trop long, mais tout ça pour dire qu'on a bien 2 problématiques. D'abord, on a des seuils. Et c'est exactement comme vient de décrire Nathanaël, c'est vrai pour le climat, mais c'est vrai pour nos systèmes humains, à savoir que vous avez une linéarité de température et de contrôle de la température corporelle qui devient non linéaire à l'instant où on dépasse certains seuils, que ce soit en termes d'humidité ou de température extrême. Malheureusement, alors on n'aura pas des températures humides qui vont dépasser les 35 TW, donc c'est la corrélation entre la température et l'humidité, mais on va avoir des températures qui vont poser problème à nos cerveaux. On constate 3 choses très simples et c'est pour ça qu'on doit lutter contre ça. D'abord, un taux de mortalité qui augmente, ça, on vient de le dire. On constate un taux de maladie et de maladies chroniques et de déficit dans l'espérance de vie qui augmente aussi. Et puis on commence à voir un truc beaucoup plus complexe, dont personne ne parle jamais, mais là on va le publier cette fin d'année. C'est la décroissance de la capacité sociale. Nous n'avons beaucoup moins envie de faire société, d'accepter les remarques des autres, d'accepter le dialogue et d'accepter le fait social lorsqu'il fait chaud à partir de 27-28 degrés et évidemment de manière linéaire, augmentant avec la température qui augmente. Donc tout ça c'est des choses qui doivent nous faire dire attention à nous, et qui doivent nous faire prendre conscience du besoin majeur de considérer les problématiques liées à notre trajectoire actuelle de réchauffement. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler longtemps.
Mais je veux juste terminer sur une chose. Là, je vous ai parlé de la température. Nous, on travaille sur l'ensemble des typologies adaptatives. Et j'aimerais juste rajouter cette petite notion sur le cerveau. Nos cerveaux aujourd'hui reçoivent jusqu'à 2800 informations systémiques par jour à traiter, ceci dans une condition de température normalisée. Comment est-ce qu'on traite cette information dans une température augmentée, sachant que notre cerveau diminue à chaque degré supplémentaire au-dessus de 27 degrés, diminue de 3% sa capacité cognitive. À 50 degrés, vous êtes à 40% de votre capacité cognitive. Et je l'ai vécu personnellement, je vais dire ça, j'ai vécu à 58 degrés Celsius à l'ombre dans le désert du Dartmouth. Pendant les 6 premiers jours, j'avais un livre, je commençais la première phrase de la première page, je l'ai lu 5 jours de suite, et je n'ai toujours pas compris ce qu'elle voulait dire. Bon, d'accord, c'était en chinois, mais ok. Merci Christian. Dominique, on s'est mis dans une belle panade. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelles sont les racines du mal? Non, mais déjà, je dois dire que je suis heureux. J'ai enfin compris pourquoi les Américains ont voté pour Donald Trump. Entre 20 degrés et 50 degrés, je vous mets au défi de voir la différence dans son agencement des mots et le nombre de mots qu'il emploie. Alors, cela dit, ils sont très anxiogènes, nos amis. Moi, je vais vraiment vous rassurer. Parce que tout ce qu'ils vous ont dit, c'est si on change de cap. Et moi, je vais vous montrer pourquoi on ne va pas changer de cap. Vous avez vu la tendance des peuples à élire des gens honnêtes, intelligents, non violents, pertinents, courageux. Donc pourquoi voulez-vous que ça change? Là, il va falloir vraiment que vous ayez un frigo très solide. Alors, ta question, s'il te plaît, Pierre, je l'ai oublié du coup. Pourquoi on en est arrivé là? Ouais, c'est ça, une question du mal aujourd'hui. Comment on s'est mis dans cette panade? Ah, ouais, alors je vais peut-être pas commencer par ça, si tu veux, c'est un peu... Non, bah, pourquoi on en est arrivé là, c'est une très longue histoire. On est les héritiers d'une civilisation qui advient, si vous voulez, dans la deuxième moitié du XVIe, qui va s'affirmer dans les premières décennies du XVIIe, selon laquelle la nature, j'exagère à peine, c'est un tas de cailloux. C'est passif. Et en fait, on s'est mis dans l'idée qu'il y avait une espèce de Dieu comme ça, hyper puissant, et en fait, il a comme aspiré toute la réalité du monde. Tout ce qui était substantiel, tout ce qui était intelligence, etc., il a tout pris. Il en a laissé un petit peu pour les êtres humains, parce qu'on s'est mis à penser, vous connaissez ce verset de la Bible, hein, nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, et nous sommes les seuls. Et donc nous, on a gardé pour nous l'intelligence, l'intériorité. La nature, il n'y a que des animaux-machines, vous avez tous lu Descartes, et imaginez, il ne parle même pas des plantes. C'est-à-dire, nous autres modernes, on a un tel mépris pour la nature, et ça commençait même avant les modernes, hein. Il ne vous a pas échappé que Noé, dans son arche, il y fourgue plein d'herbivores, il emmène du foin, mais aucune herbe. D'où est Noé? Et donc, en fait, les plantes, on les considère aussi comme des machines. Donc, on s'est mis dans la tête que ce qui nous entourait n'avait aucune valeur, ne nous obligeait en rien, et qu'on pouvait tout péter. Que ça n'avait pas de problème. Et pourquoi on pouvait tout péter sans que ça pose de problème? Et c'est là quand même, je vais venir un peu au livre, c'est parce qu'on disait, quand on agit selon les lois de la nature. Les lois de la nature, elles sont nécessaires. On ne peut pas agir sans se conformer à elles. On n'a même pas à se poser le problème. Quelle que soit la bêtise qu'on puisse faire, elle est nécessairement conforme aux lois de la nature, lesquelles sont nécessaires, ne souffrent aucune exception. Et en fait, eh bien, justement, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, on a inventé cette notion qu'on appelle les limites planétaires. Là, tu peux sortir le livre, s'il te plaît. C'est la page de publicité. Les limites planétaires. Et les limites planétaires nous ont précisément montré en quoi, si vous voulez, il ne suffit pas d'agir conformément aux lois de la nature, mais en fait, il y a des limites planétaires. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croyait, la nature n'est pas passive. Il y a une agentivité de la nature.
On s'en doutait absolument pas. Si vous allez voir les classiques, pour un Descartes, si on lui avait dit qu'en agissant rationnellement en fonction de lois nécessaires, on allait détruire les conditions naturelles qui nous font vivre, il ne l'aurait pas cru, ça lui aurait paru totalement impossible. Donc quand on a commencé à faire des modèles du système Terre, les tout premiers modèles, c'est le début des années 60. Et les deux individus, les deux chercheurs, il y avait un japonais et un allemand, ont reçu le prix Nobel en octobre 2021 pour avoir fait le premier modèle. À l'époque, c'était un modèle uniquement atmosphère. Et on s'est rendu compte que, précisément, que les actions humaines, par exemple en changeant la composition chimique de l'atmosphère, eh bien, ont déclenché des réactions de la nature, qui avaient une agentivité de la nature. Et ce référentiel des limites planétaires, alors, il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur instrument qu'on ait pour voir que si l'on agit, si l'on injecte trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si on injecte des flux d'azote et de phosphore trop importants, si on déforeste par trop, si on met toutes sortes de choses qu'on va tirer du centre de la Terre, des sols, et si on les met dans la biosphère, dans la partie vivante du système Terre, ça crée des problèmes. Donc, ce référentiel des limites planétaires, c'est une sorte, si vous voulez, d'ensemble d'indicateurs qui nous permet de comprendre comment, en agissant par les effets matériels de nos actions, nous sommes en train de détruire les conditions de vie sur Terre. Et mes deux petits camarades vous l'ont montré de façon absolument évidente. Et justement, ce que montrent les limites planétaires, ce n'est pas en méditant qu'on change le monde, c'est en consommant. Ce sont nos consommations, leur partie matérielle, et dans cette partie matérielle, leur partie énergétique, qui cassent un équilibre dont nous étions les héritiers et qui faisait qu'on pouvait assez bien vivre sur Terre. Et ce que nous sommes en train de faire, ça vous a été montré avec le paramètre de la chaleur, c'est qu'on est en train de s'éloigner de cet équilibre qui nous était très favorable depuis la fin du précédent âge glaciaire, c'est-à-dire en gros depuis à peu près une quinzaine de milliers d'années, un petit peu moins. Et cet équilibre-là qui a permis l'essor des civilisations, qui a permis le développement de l'agriculture, qui a permis l'affinement de la division sociale du travail, qui a permis des progrès esthétiques, moraux, artistiques, scientifiques, etc. Tout ça, nous sommes en train de le détruire. Donc ce référentiel des limites planétaires, c'est la boussole qui nous permettrait normalement à chacun de nous orienter. Et je reviens du point de départ. Qui a-t-on élu? Alors pas nous, mais nos cousins américains. Ils ont élu quelqu'un qui nous dit du dérèglement climatique. Alors autrefois, ils disaient que c'était un hoax, un canular. Maintenant, ils nous disent que c'est une escroquerie ou une arnaque. Donc là, les amis, ça va être difficile, puisque là, 2049, on est en gros à 25 ans, même à 24, un petit peu moins. L'an prochain, on ne sera plus qu'à 23. Et donc, avec l'inertie du système, de toute façon, il y a au moins une part de ces réalités dystopiques qui se réaliseront quand bien même on réagirait. Et j'espère évidemment qu'on réagira. Moi, la seule chose qui m'angoisse, c'est que on a dans nos sociétés, on ménage des poches de résistance, on ménage des poches d'espoir. Et ça, c'est très important. Ça va des ZAD aux initiatives de certaines municipalités, à toutes les fermes d'agroécologie qui s'installent. Et au moins une installation sur deux aujourd'hui, c'est plutôt par quelqu'un dont les parents n'étaient pas agriculteurs, ni même les grands-parents, souvent avec un très bon niveau de formation et avec la volonté d'installer par exemple une ferme en agroécologie. Tout ça, ce sont des poches qui nous permettront de repartir. La seule chose qui pourrait être funeste, j'espère que ça n'arriverait pas là, c'est qu'on aille aussi loin dans nos dégradations qu'on finisse par dégrader ces poches. Mais si on ne les dégrade pas, en fait, au moins pour l'aspect naturel, l'aspect social, ça sera plus long, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, eh bien la nature retrouvera assez rapidement son expansion et on pourra retrouver une vie sociale correcte. Mais on va nécessairement passer
par des difficultés, désormais c'est quelque chose d'inévitable. Alors on peut encore agir pour réduire le degré de difficulté, mais nous connaîtrons de toute façon des difficultés. C'est de ça dont j'aimerais qu'on parle maintenant, c'est-à-dire que là, on s'est concentré sur les scénarios tendanciels. Peut-être que c'est le scénario le plus probable, mais ce n'est pas la question. Nous, on va essayer de disrupter ce scénario. Et justement, je me retourne vers toi, Nathanaël. Mais, donc, ton livre, c'est un scénario tendanciel, mais selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter la probabilité d'arriver à ce scénario-là? Et selon toi aussi, à quel point on peut limiter cette probabilité? À quel point, comment quel est le potentiel d'adoucissement de notre futur tel que tu le vois? Pour moi, l'élément... Donc, je vais répondre directement à la question, avec un petit détour au début, mais je vais répondre directement à la question. Pour moi, ce qui est absolument déterminant, c'est qu'on arrive à comprendre que le forçage des éléments du système Terre, le forçage par les activités humaines de certains seuils, l'acidification des océans, la fonte des calottes glaciaires arctiques et antarctiques, le fait qu'on fasse partir en fumée des grands ensembles forestiers, etc., ça impacte nos sociétés. Je vous propose une toute petite image. Imaginons qu'un milliardaire nous ouvre les portes de sa demeure, et puis en entrant chez lui, on voit un super vase chinois, un vase qui se vend 20 millions d'euros, ça existe. Et le type, il l'a mis sur un pied, sur un petit guéridon. Puis là, vous avez une grosse brute, une brutasse qui arrive avec une batte de baseball et qui fracasse le pied. Puis qui dit « Non, mais t'inquiète, hein, moi je touche que le pied, pas le vase. » Évidemment, le vase, il s'explose en fait. Voilà. Et c'est pour dire, en fait, nous qui fracassons des éléments du système Terre, ce sont les sociétés qui sont en train vraiment de courir le risque d'être complètement en pleine déflagration. De travailler sur ce livre, ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions, ça m'a fait vivre du dégoût, de me dire, bon sang, mais c'est pas possible, la trace que laissent les activités humaines sur Terre, c'est ça. Ça m'a fait vivre de la peur par rapport à demain, de la tristesse de voir qu'il y a des choses qui partent et qui ne reviendront jamais. Ces émotions-là, elles se traversent. Et puis de la colère. Alors la colère, heureusement, elle se sédimente, elle se refroidit et elle devient une énergie de l'action, une énergie forte. Ce que je peux dire, c'est qu'à aucun moment, ça m'a fait vivre du désespoir. Moi, j'aime beaucoup le handball. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais handballeur. Et imaginons qu'en fait, on soit en plein match de hand ensemble. Et en fait, on est mené au score, hein, ça, on ne va pas se mentir. On est mené de 5-6 buts et il reste 5 minutes. Donc, pour ceux qui connaissent le handball, une remontada est possible, mais c'est chaud tendu, quoi. Et bien, en fait, quand il reste 5 minutes, jamais il y a quelqu'un qui quitte le terrain pour aller prendre sa douche. C'est impossible, c'est impensable, on se défonce jusqu'au bout. Et en fait, le temps présent aujourd'hui, c'est ce temps-là, en fait, où on donne tout ce qu'on a, quel que soit à un moment donné ce qu'on peut se dire, etc. La façon dont on peut se tâter le pouls, quoi qu'il arrive, on donne tout ce qu'on a pour avancer. Et en fait, pour moi, si j'ai écrit ce livre-là, c'est pour qu'on arrive à désirer l'indésirable. L'indésirable, c'est quoi? C'est la limite. C'est la limitation, c'est désirer qu'à un moment donné, on fonde dans la loi ce qui va venir nous contraindre. Qu'on fonde dans la loi des quotas à la consommation, qu'on fonde dans la loi, qu'on permette à nos démocraties de se réencastrer au sein des limites planétaires. Aujourd'hui, on en est mais à 10 000 lieues. Si on devait prendre simplement un chiffre pour essayer de comprendre ça, c'est-à-dire, en fait, ce livre, il est là pour qu'on ait un critère de jugement de l'action publique. Le critère de jugement, c'est quoi? C'est est-ce que notre action, elle contient l'emballement du système Terre? C'est super de faire des câlins aux arbres. Si ça fait du bien, il n'y a aucun problème pour ça, ça peut réchauffer le cœur. Est-ce que ça contient l'emballement du système Terre? Un chiffre. Les chiffres, simplement les chiffres officiels. Aujourd'hui, l'empreinte environnementale d'un Français, c'est à peu près 9 tonnes. Voilà, 9 tonnes équivalent CO2. Et l'objectif, c'est d'atteindre 2 tonnes pour pouvoir demeurer en deçà des 1,5 degrés. Alors maintenant, plus on avance, hein, semaine après semaine, moins ça a du sens. Mais prenons ces chiffres-là. Le salaire médian d'un Français, c'est 2 500 €. Le salaire, il est proportionnel à l'empreinte environnementale.
Alors, je vous laisse faire le calcul. Si, pour faciliter le calcul, on peut dire 10 tonnes, on doit passer à 2. Donc, de 2005, on doit passer à 500. Ça veut dire quoi? Si on veut contenir l'emballement du système Terre, il faut qu'on arrive à vivre les uns et les autres avec quelque chose de l'ordre de 500 € par mois. Arrêtons-nous là-dessus. Ça ne passe pas. J'ai des enfants. Et je suis dans le monde, et j'ai un salaire, je suis enseignant-chercheur, je ne gagne pas 500 € par mois. Ça ne passe pas. C'est non désirable, 500 € par mois pour vivre aujourd'hui. Pourtant, c'est le chemin si on veut que ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'arrête, parce qu'il y a des types qui nous disent « T'inquiète, on a mis des ingénieurs sur le coup ». Ah oui, d'accord, ok, ouais, d'accord. Les ingénieurs qui ont créé la bombe nucléaire, c'est les mêmes que vous avez... Oui, c'est les mêmes qu'on a mis sur le coup. Voilà. Donc, de fait, très bien qu'ils s'amusent, etc., qu'ils fassent des trucs... Enfin, non, mais en tout cas, des réflexions autour des politiques de transition, très bien qu'il y ait ça. Mais ça devrait être 1% de nos préoccupations. Les 99 autres pourcents, ça devrait être ça. Comment on arrive à réinventer le monde de telle sorte qu'il permette la pérennité de la vie pour qu'on puisse continuer à vivre dans un système Terre qui ne s'emballe pas. Là, il faut un peu de créativité, en fait. Il faut qu'on se dise, mais alors comment on fait? Alors, le manger, on l'organise comment? Peut-être que le manger, ça se passe pas à Super U où chacun va acheter son pot de Nutella. Je vais vous dire, vous mettez un pot de Nutella dans les yeux, je tape dans le pot de Nutella, il y a nos soucis. Bref, je fais pareil qu'une entrecôte, enfin bref. Peut-être que le manger, il faut qu'on l'organise ensemble et qu'on organise des banquets. Peut-être que l'habillement, il faut qu'à un moment donné, un type qui aurait envie de monter une entreprise de cravates ou de nœuds papillons, le législateur lui dit non, c'était vraiment le monde d'avant, maintenant c'est plus possible. Les habits, on les met là quelque part. Peut-être qu'il faut réinventer la propriété. J'ai vous dire, j'ai une baraque, hein, j'ai des enfants, etc. Voilà. En tout cas, comment faire jusqu'au bout pour que ça passe? J'ai pas les solutions. Personne ne l'a. Personne individuellement n'a les solutions. Il nous faut un socle pour pouvoir identifier les faits, se mettre d'accord sur les faits ensemble, progressistes et conservateurs. Ça, c'est déterminant. À partir du moment où on est intellectuellement honnête, et quand bien même on ne le serait pas, il faut travailler à ce qu'on puisse devenir de plus en plus intellectuellement honnête pour travailler ensemble et réinventer le monde. Voilà, en gros, ce que je peux dire pour que ça passe. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Je ne peux même pas concevoir qu'on n'y arriverait pas. On a projeté des enfants dans le monde. Donc, on le doit pour eux, au nom de la promesse qu'on leur a faite que la vie vaut d'être vécue. Et qu'elle vaut d'être vécue de façon bonne, de façon heureuse, de façon digne, dans un monde qui soit aussi agréable. Donc oui, on va le faire. Je refuse de concevoir qu'on puisse échouer. Wallenhorst 2027. Merci. Christian, je me retourne vers toi peut-être pour prolonger un peu cette réflexion-là, mais comment est-ce qu'on crée du changement chez les individus pour qu'on puisse se mettre en mouvement dans la bonne direction? Vous avez 6 minutes. 6 et demi. Je vais essayer de dire beaucoup de choses en très peu de temps. Et je vais repartir sur ce que vient de dire Nathanaël sur la fin de son discours, qui était d'un calme absolu, vous avez vu, sur la vie bonne. Parce que finalement, c'est peut-être ça la première question qu'on doit se poser. C'est quoi la vie bonne? Quand on pose la question aux gens, ce qu'ils ont envie de léguer à leurs enfants, c'est rarement une bagnole, en fait. C'est rarement un chewing-gum ou c'est rarement un jouet. C'est généralement, quand on pose cette question et on a 80% qui disent de l'air. Il y a 80% qui disent des gens d'une forêt. Donc en fait, quand on parle de jeux, que voulez-vous léguer aux enfants, c'est toujours des choses immatérielles. Et qu'est-ce qu'on lègue aux enfants? C'est toujours des choses matérielles. Donc peut-être déjà, il y a un questionnement à se poser qui s'est passé en 1904 en réalité, et Dominique le raconterait sûrement beaucoup mieux que moi, mais je vais faire un tout petit aparté là-dessus. C'est qu'on a relié dans le cerveau, et après je parlerai du cerveau, deux choses. On a relié bonheur et possession. Et ça a fonctionnellement modifié une perception de notre idée que pour être heureux, il fallait avoir quelque chose. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a construit mentalement. C'est pas quelque chose que le cerveau, quand un enfant naît, quand il commence à évoluer dans la vie, son but, c'est pas d'aller acheter au magasin un nouveau jouet. Hein.
Son but, c'est de regarder un papillon qui passe. Son but, c'est de découvrir son territoire. Son but, c'est d'explorer là où il est. Et puis petit à petit, on lui dit, ça c'est génial que tu l'aies. Alors on le lui donne et il commence à apprendre l'objet. Donc, il y a un jeu aujourd'hui de se poser la question, en fait, quelle est la construction mentale qu'on crée dans nos systèmes cognitifs qui fait qu'au final, on relie objet égale bonheur. Quand vous êtes en train de perdre un proche, et j'espère que ça ne vous est pas arrivé, mais ça nous arrivera à tous et tous un jour, on ne pense pas à ce que ce proche possède. On pense à cette personne qu'on a connue, qu'on a aimée et qu'on ne va plus avoir autour de nous. Le fondement de notre existence est basé sur des émotions. Tout est émotion. Ça a été démontré à plusieurs reprises et maintenant c'est admis par la communauté scientifique de la neuroscience. Nos décisions sont basées sur nos systèmes émotifs et plus fondamentalement encore sur nos systèmes sensoriels. Ce qui va déterminer la modification d'une structure cognitive, c'est la sensorialité reçue qu'on va transformer en une décision ou une action. Ça veut dire que là, on a quand même quelques pistes déjà. Sensorialité, émotion. Et comment fonctionne un cerveau à partir de là? Un cerveau, quand on lui dit qu'il faut changer quelque chose. Parce que, petit aparté, tout changement, quel qu'il soit, va demander une évolution comportementale. Je prends un exemple tout bête, vraiment le truc le plus simpliste du monde. On passe le périphérique de Paris de 70 à 50. Aucun problème. Il suffit de lever un tout petit peu le pied de l'accélérateur et normalement, ça devrait poser problème à personne. Donc, on le fait. Et là, pourtant, on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, que ça râle, que ça machin, tout ça. Parce que quelque part, ça va aller toucher un certain nombre de choses chez des gens que peut-être que moi, qui suis tout à fait d'accord pour le passer à 50, ne comprends pas. La personne qui peut-être va devoir partir 2 minutes plus tôt de chez elle pour arriver à l'heure. C'est quoi 2 minutes? C'est rien. Sauf que cette personne, elle a 2 boulots. Elle doit se lever 2 minutes plus tôt pour s'occuper de son enfant. Ces 2 minutes, ça fait un changement dans son sommeil, et ainsi de suite. On ne sait pas en réalité ce qui touche une personne. Ce qu'on sait, c'est que ce qui nous paraît simple à nous, on pense que c'est simple pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Chaque changement va impliquer pour certaines personnes des difficultés comportementales. Et donc la question qu'on doit se poser au moment où on va faire changer quelqu'un, c'est pas est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est comment est-ce qu'on amène une acceptabilité de la personne et de l'ensemble des personnes pour le faire, qui touche les émotions et qui donne une idée que les choses seront suffisamment agréables dans le futur. Parce que là, l'autre petit problème du cerveau, c'est le suivant. Nos cerveaux fonctionnent sur un système, c'est détestable intellectuellement à entendre, de neuroéconomie. Quand vous devez changer quelque chose, le cerveau fait faire un calcul. Est-ce que l'effort que je dois produire, qui va me faire chauffer certaines cellules et donc me mettre en danger, est justifié par rapport aux bénéfices que je vais avoir à la fin de cette action? Si vous estimez que ce que je vais avoir à la fin de l'action est inférieur à ce que j'ai aujourd'hui, alors vous n'entamez pas l'effort. Premier point. Deuxième point, lorsque le calcul démontre que le temps nécessaire au changement est trop long par rapport à la demande, vous n'entamez pas l'effort. Et ça, je suis désolé de le dire, c'est triste parce que quelque part, on dit tous qu'il y a des urgences et tout, mais très clairement, si je vous dis, on a 3 ans pour tout changer, sinon c'est foutu, il n'y a pas 10% des gens qui entament une action parce que leur cerveau leur dit, en 3 ans, on ne pourra pas tout changer. Donc c'est foutu, donc l'effort n'est pas justifiable. Donc on a tout un travail neurocognitif de la réflexion de ce qui va pousser une personne à accepter que oui, un changement est nécessaire. À partir de là, on doit se poser la question de ce qui impacte le changement. Ce qui impacte le changement, il n'y en a que 2 choses. Il n'y en a pas 10, il y en a 2. Soit il y a une crise qui fait que vous êtes dans une situation non discutable. Un tsunami, un événement majeur qui fait que de toute façon, vous comprenez bien que vous n'avez pas le choix. Un exemple flagrant, extraordinaire, ça a été la Covid. 26 mars 2020, premier confinement. Tout le monde dit « Waouh, la France, ça va être la panique totale ». 10 jours plus tard, 95% d'adhésion du confinement et un pays qui s'est mis en marche de manière hallucinante. On a tout changé nos modes de travail en 10 jours. Le télétravail est arrivé, qu'on essaie d'imposer depuis 15 ans. Les gens ont pris sur eux, se sont organisés, pam, pam, pam. Pourquoi ? Parce que tout le monde avait une acceptabilité immédiate de dire il y a un danger majeur, on agit de conserve. Quand on touche aux 3 éléments majeurs, enfin 5 éléments majeurs, air, eau, nourriture, habitat,
vous avez là les éléments neurocognitifs de l'émotion les plus puissants. C'est l'inverse de la pyramide de Maslow. Ça veut dire qu'il y a panique. Et la Covid, c'était quoi? C'était l'air qui transportait un truc. Donc, panique. Et quand on vous dit qu'il faut mettre un masque, waouh, je le mets. Alors attention, je ne juge absolument pas les décisions qui ont été prises, ce n'est pas le propos, c'est juste pour dire. Mais une fois que tout ça c'est fini, on commence à se poser des questions, on se dit oulala. Deuxième chose qui fait changer, c'est la décision. Je veux changer quelque chose parce que j'estime que c'est nécessaire. Et là, forcément, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'encore une fois, ça va faire appel à tous ces intrants de émotion, sensorialité et tout ça. Et ce qu'on sait aujourd'hui, et je m'arrêterai là parce que ça ne sert à rien d'aller beaucoup trop longtemps, et je serai ravi d'en parler avec vous dans le futur, c'est maintenant que tu montres mon livre. Non, je rigole. C'est deux choses. D'abord, on a une plasticité cérébrale extraordinaire. Moi, je fais des études sur 40 jours. Dans une grotte, quand on coupe les intrants de la formation communicationnelle, en 40 jours, vous avez 12% d'évolution cognitive sur les zones de l'imaginaire, de la projection mentale, de l'envie et du plaisir. 12%, c'est gigantesque, ça n'a jamais été observé dans l'histoire humaine. Ça veut dire qu'on a une plasticité qui permet réellement de changer. Quand on coupe pendant 40 jours ces informations continues, vous retrouvez un apaisement, un plaisir, un bonheur qui est fondamental. Ça veut dire qu'en fait, quand on met les gens dans une situation un peu moins ultra demandeuse, les gens vont bien, ils sont heureux. Et ce n'est pas un épiphénomène, on l'a refait plusieurs fois, on a toujours les mêmes résultats. Donc oui, on peut le faire, on a les possibilités, simplement il faut deux choses, il faut comprendre deux choses qui sont horribles, parce que finalement, moi je vous ai fait peur au début, Nathanaël aussi, et quelque part Dominique aussi, en disant qu'on pourra, on ne pourra pas. Ce qui est certain, c'est que puisqu'il faut quelque chose qui vous donne envie pour changer et qui a une temporalité raisonnable, il faut accepter que quelle que soit l'urgence, on donne aux gens une envie d'un futur possible sur lequel ça vaut la peine de se battre et qu'on donne la temporalité nécessaire à chaque personne de changer. Si vous avez ces deux intrants, vous pouvez tout faire. Et comment on construit ces deux intrants? Je ne vois personnellement qu'une seule solution, une seule. C'est de changer fondamentalement nos systèmes scolaires. La base du changement d'un humain, c'est les enfants. Un enfant ruisselle, ça ne marche pas comme l'économie, tu ne ruisselles jamais, mais un enfant ruisselle sur 7 adultes dans sa manière de percevoir le monde. Il y a des exemples très clairs au Rwanda, en Corée du Sud, à l'époque, au Ghana, en Finlande, en Suisse, de changements fondamentaux de système scolaire qui ont changé la société en 5 ans. Et je vous invite vraiment à réfléchir à ce qui s'est passé au Rwanda en 1995. Plus grand génocide de l'histoire moderne. Le pays est dévasté. 5 ans plus tard, c'est en train de devenir la première économie d'Afrique. Quel est le premier pays au monde qui interdit le plastique à usage unique? En 1999, le Rwanda. Quel est le premier pays au monde qui arrive à 51% de femmes au Parlement? En 2000, le Rwanda. Quel est le premier pays au monde qui a inscrit dans sa constitution la protection unilatérale de la nature en 2003? Le Rwanda. 1995, le plus grand génocide du monde, changement complet du système scolaire, premier pays à interdire le plastique, premier pays à avoir plus de 50% de femmes au Parlement, premier pays qui a inscrit dans sa constitution l'inaltération de la nature. Je ne dis pas qu'ils ont tout réussi, je ne dis pas que tout est parfait, mais ça vaut la peine qu'on se questionne. Dominique, il faut essayer de répondre à la question suivante, absolument. Donc ton bouquin, il s'appelle « Dévastation, la question du mal aujourd'hui ». Mais si ton prochain bouquin s'appelait « Régénération, la question du bien aujourd'hui », quels seraient tes axes prioritaires, tu vois, tes insights les plus marquants? Je vais devoir faire un petit détour. Je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais en fait, tu peux montrer le livre. Hein. Alors, je vois sur vos visages certaines qui sont des traumatisés de la classe de philo de terminale. La question du mal, il fallait lire Augustin, la Bible, Hegel, etc. Et c'est très compliqué. Moi, je vais vous dire comment j'ai réussi à écrire ce livre. Ma source philosophique, vous n'allez pas la deviner, c'est les frères Jacques. C'est beaucoup plus facile à lire. Et c'est quoi la leçon des frères Jacques? Alors, je vous le ferai de manière un peu plus savante après, mais c'est la tartine de confiture
tombe toujours du côté de la confiture. Ce qui fait qu'il va être très, très difficile de répondre à la question de Pierre. Alors, je vais vous le faire de manière plus savante. Dans la tradition chrétienne, et on a tous plus ou moins cet héritage, on nous dit que Dieu a deux mains. La main droite, c'est le Christ. C'est plutôt bien parti, sauf que ça se termine mal, mais enfin bon. La seconde main, c'est Satan. Le problème, je vais vous dire, ça on ne vous le dit pas au catéchisme, mais après 20 siècles de christianisme, j'ai fini par me convaincre du fait que Dieu était gaucher. Et c'est donc très difficile de répondre à la question de Pierre. Je vais vous donner un autre exemple, un petit peu savant aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'avènement de la science moderne et c'était gros de promesses. Une de ces promesses, on appelle ça le pélagianisme. Pélage était un moine contemporain de Saint-Augustin. Pour Saint-Augustin, si vous voulez, il y a le péché originel. Quoi qu'on fasse, paf, la tartine tombe sur le mauvais côté. Ok ? Bon. Et Pélage, lui, c'est pas du tout ça. Il dit non, chacun de nous est capable d'autant de béates, bonnes actions que vous voulez par jour. Donc, on peut vraiment redresser l'humanité. Et donc, le pélagianisme qui apparaît au fin 16e, début du XVIIe siècle, c'est on attend de la science moderne qui advient, on attend qu'elle nous ramène au paradis sur Terre. C'était sympa. Et si vous voulez, de Bacon jusqu'à Marx, on y a cru. On a cru qu'on pouvait réaliser le paradis sur Terre. Et vous l'avez vu, on attendait vraiment des sciences qu'elles nous permettent de réaliser le paradis sur Terre. Aujourd'hui, elles nous donnent le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité et l'IA qui va vous piquer vos boulots. Donc, ce n'est pas tout à fait paradisiaque. Et si je regarde le fruit le plus fort du sommet du savoir moderne, c'est-à-dire la physique nucléaire, eh bien, c'est la bombe thermonucléaire. Dans le genre tartine de confiture, c'est pas mal. Et la bombe thermonucléaire, si on devait, j'espère que ça ne sera jamais le cas, mais si on devait être victime de l'explosion d'une bombe thermonucléaire, il faut que vous sachiez que pendant un temps très très bref, vous auriez une chaleur beaucoup plus importante que celle qui est au cœur du Soleil. Donc il y a vraiment une interrogation à avoir sur la condition humaine, sur la condition humaine. Comment se fait-il qu'il y ait ce tropisme qui nous est porté vers le pire? Alors là, vous voyez bien que ce garçon n'a pas lu le livre. C'est archi évident pour me poser cette question. Enfin, quand même, je vais essayer Il l'aura voulu. Si je raconte des conneries, vous avez bien compris que le responsable est là-bas et nullement ici. Alors, moi, comment je m'en tire à la fin du livre? Parce que, évidemment, je n'ai pas envie de me suicider non plus. Et donc, eh bien, je m'en tire en regardant une forme d'expérience très particulière, hein, mais dont les progrès de la médecine ont fait qu'elle était beaucoup plus courante qu'elle ne l'était autrefois. C'est ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Et si vous regardez la tradition, les traditions autour du monothéisme, c'est plus compliqué en Orient avec la question du bien et du mal, les choses se posent différemment. Mais enfin, quand même, c'est pas beaucoup mieux qu'ici, je vous rassure. Allez voir du côté de Xi Jinping. Mais bon. Mais en fait, on va toujours retrouver cette ambivalence. Vous voyez toujours que le bien et le mal sont comme entrelacés. Et il y a une expérience que de plus en plus de gens vivent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans un état de mort imminente, donc avec un électroencéphalogramme plat, mais en fait, quand ils reviennent à la vie, ils ont le souvenir d'avoir vécu cette expérience. Alors, ils ne se souviennent pas tous de la totalité de la séquence, mais ce qui m'intéresse là-dedans, et quelle que soit la culture des gens, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur croyance,
eh bien, on va retrouver un récit à peu près identique et 80% de ces expériences se passent plutôt bien. Vous avez une espèce d'illumination. Alors, parfois, vous avez même des perceptions très bizarres, des choses que vous ne devriez pas percevoir, que vous percevez. Mais en tout cas, peu importe, à un moment donné, vous êtes comme face à une espèce d'être de lumière, etc. Puis on vous dit, non mon gars, tu n'iras pas plus loin, tu vas retourner. Tu n'as pas fini ton existence sur Terre. En gros, vous avez à peu près le même récit. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, je ne m'occupe pas de savoir si c'est un fantasme, si c'est une réalité ou pas. Je n'ai pas besoin de décider de ça. Ce qui m'intéresse, c'est que quand cette expérience-là est négative, parce qu'il y a des expériences de mort imminente qui sont négatives, eh bien, si vous voulez, à la place de l'être de lumière, vous n'avez pas un monsieur fourchu et qui vous crache du feu à la gueule. Pas du tout. Quand c'est négatif, vous êtes comme enfermé dans une antichambre cauchemardesque. Donc, c'est pas drôle. Mais ce n'est pas du tout la même expérience inversée. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire qu'on a tous en nous l'idée d'une forme d'inivocité du bien. Ça veut dire qu'on a tous en nous le ressort pour être plutôt du côté de ce que vous a dit mon premier voisin ou du côté de ce que vous a dit mon second voisin. On a une espèce de petite pile qui n'est pas pourrie. Elle est univoque. Alors, je suis peut-être un grand niais, mais vu ce qu'on a vu avant, franchement, pour moi, c'est très important. C'est l'idée que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous allons être confrontés, il y a un fondement de notre humanité qui peut-être pourra s'exprimer plus qu'il ne s'est jusqu'alors exprimé. C'est ce qu'on appelle une espérance. C'est une espérance laïque que, peu importe qu'on me dise que c'est un fantasme, c'est le cerveau qui produit. OK. N'empêche que, quand bien même ce serait le cerveau qui produit ça, c'est la seule conception univoque du bien qu'il produit, et celle-là, elle est universelle. On la trouve par-delà toutes les cultures, chez tous les individus. Eh bien, dans la mouise dans laquelle on est, les amis, c'est ce qui me permet de dormir le soir. Et ce qui me permet de regarder mes enfants sans désespoir. Ça n'est pas perdu. Personne ne sait, si ce n'est certains aspects, en totalité de quoi sera fait le futur. Et au nom de cette lumière qu'on a en chacun de nous, il vaut la peine de se battre et de ne pas laisser les pires des connards nous cramer. À bon entendeur, salut. Donc, il nous reste à peu près 18 minutes. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va vous donner la parole pour des questions, mais juste avant, parce que je viens de le décider que c'est moi le chef, je vais faire un truc un peu désagréable, mais vous allez voir, c'est pour terminer sur une note positive. Donc, je vais mettre la casquette Apolline de Malherbe. Je vous dis, c'est pas très agréable, mais je le fais. Je vais vous poser à tous la question suivante, et vous allez avoir 1 minute pour y répondre, et je vais mettre le chrono. Si vous étiez élu président de la République en 2027, les 2 premières mesures, pas forcément besoin d'étayer énormément, et ensuite, Nathanaël, on va te libérer parce que tu as un train. On va commencer par toi. Nathanaël, nous sommes en mai 2027, vous êtes élu président de la République. Les 2 premières mesures que vous mettez en place, top chrono. Alors, donc moi, je sais exactement ce que je ferai. J'informerai que je ne fais rien. C'est sérieux. Et j'organiserai des conférences de presse. Je permettrai aux citoyens français de rencontrer des chercheurs, de rencontrer des politistes. Je ferai circuler les rapports à l'intention des décideurs du GIEC. Je les traduirai en français. Je les ferai circuler, travailler par des groupes d'étudiants, travailler par chaque salarié, etc. Pendant 1 an, dans l'espoir, alors c'est là où je suis extrêmement naïf et donc pas de panique, je ne serai jamais président, dans l'espoir que ça vienne aussi toucher le cœur des uns et des autres, y compris des responsables de lobbyistes, etc., pour que, s'étant mis d'accord sur les faits, on puisse
à partir de là, être dans le réel et agir à la hauteur des enjeux. Donc, Merci. générer des soulèvements qui est pour fonction de contenir l'emballement de la Terre. Merci beaucoup. 1 minute pile, bravo. Merci beaucoup, Nathanaël. On va te libérer parce que tu as ton taxi. Ouais. Merci. Monsieur Clos, vous n'avez pas le droit de me répondre que vous êtes suisse. Vous êtes élu président de la République française en 2027. Quelles sont vos 2 premières mesures? Première mesure, je change l'article 11 de la Constitution pour qu'on n'ait pas besoin de 5 millions de personnes pour signer un référendum, mais seulement de 800 000 personnes, ce qui représente 2% des électeurs, ce qui est le vrai dans tous les pays qui sont référendaires. On a besoin que les citoyens s'expriment plus. La deuxième chose, c'est que je réunis 1000 personnes qui travaillent sur l'éducation, je les enferme dans une pièce et ne sortent pas de cette pièce avant d'avoir intégré dans le système scolaire 4 notions, toutes les notions environnementales, toutes les notions sociales liées à la religion, au genre et au système actuel, tous les systèmes liés à l'IA et les nouvelles technologies, et fondamentalement, comment est-ce qu'on crée l'émotion dans le système scolaire. Il n'y a pas d'émotion dans le système scolaire, il n'y a pas de projet dans le système scolaire, il n'y a pas de vision dans le système scolaire. On a besoin que les enfants s'emparent à leur manière de projets d'envie et de construction, où l'émotion a une place au-delà de la mémorisation. Merci beaucoup. Alors, attention, monsieur Beau. Je suis franco-suisse. Donc, si ça va mal, je me barre. Bon, ce qui fait que je vais pouvoir être beaucoup plus courageux. Deuxièmement, je suis le seul à m'être présenté à des élections. J'ai fait 1,8, donc ça va. Je ne sens pas l'angoisse m'envahir. Alors, première chose que je fais, je substitue progressivement à tous les réseaux sociaux et à l'IA des systèmes fondés sur des algorithmes transparents et liés vraiment à la vérité au sens scientifique du terme. Première chose. Deuxième chose, j'installe, c'est pour ça que j'ai dit je me barre après, j'installe un système de quotas. C'est-à-dire, alors évidemment c'est très progressif, mais chacun de nous a un certain nombre, et on a tous le même, milliardaire ou pas, un certain nombre de quotas représentant des unités de charge écologique qui vont nous faire ramener notre empreinte progressivement à une empreinte de 0,8 planète. Évidemment pas en un an, franchement, probablement au moins une décennie. Mais tout le monde est à la même enseigne et ces quotas ne sont pas échangeables. Donc pour tous les biens qui ont une incidence sur les limites planétaires, eh bien, on a tous la même quantité à dépenser. Merci. Merci beaucoup. Et franchement, à nous trois, on a un programme. Est-ce qu'on peut élire 3 personnes en même temps? Voilà, le triumvirat, ça s'est déjà vu dans l'histoire. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oula, il n'y a pas de questions. Ah si, Emmanuel devant. À moins que vous... Il y a Emmanuel là, juste devant là. Relève la main. Ouais, yes. Merci. Un truc dont on n'a pas entendu parler, ni dans cette table ronde, ni hier, ni aujourd'hui d'ailleurs, c'est la géo-ingénierie. Et je me demande s'il n'y a pas un non-dit quelque part aujourd'hui et une inaction qui serait justifiée par le fait que demain on nous sortira ça du chapeau en nous disant de toute façon il est trop tard, on n'a plus le choix. Quel est votre avis là-dessus? Je me permets de répondre en 3 mots et je laisserai évidemment... Ah bah désolé, tu t'en vas. Tu veux les répondre peut-être, hein? Salut, c'était vraiment un plaisir. On applaudit Nathanaël. Meilleur d'entre nous. Donc, on va juste refaire un petit point sur qui finance la géo-ingénierie. Je crois que tout part de là en fait. Bon, bah, les financeurs de la géo-ingénierie, c'est les pétroliers et les producteurs de mines. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche à donner une illusion intellectuelle avec la géo-ingénierie. On veut créer l'illusion que ce qui nous sauvera, ce n'est pas l'effort nécessaire citoyen pour changer nos comportements, c'est la technologie qui, après nous avoir tout détruit, va tout reconstruire. Il faut être très clair là-dessus, il y a beaucoup d'articles qui le montrent. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas utiliser un peu de technologie, il faudra utiliser un peu d'ingénierie, mais c'est une illusion absolue. Tous les systèmes de géo-ingénierie ont 2 immenses problèmes. Le premier, c'est qu'ils consomment de manière gigantesque et qu'ils produisent des déchets de manière gigantesque. Il n'y en a pas un qui est neutre par rapport à ça. Deuxième chose,
personne ne pourra jamais calculer les impacts et les externalités négatives d'une géo-ingénierie. Donc il faut arrêter cette illusion intellectuelle que nous, humains, on n'a pas d'effort à produire pour essayer de faire évoluer les choses. Si on aime bien l'idée de la géo-ingénierie en tant qu'humain, c'est qu'elle nous dit, en fait, vous pouvez continuer de vivre exactement pareil et on va vous sauver la vie avec une technologie. Ça ne fonctionne pas. Encore une fois, on a, et Dominique, Nathaniel l'ont bien rappelé, on a dans les mains quelque chose d'extraordinaire. C'est une capacité d'évolution, de changement cognitif et d'effort. Acceptons que oui, on a un effort à faire pour créer un monde demain qui soit différent. Ce ne sera pas toujours facile. Ça demandera qu'on s'investisse, qu'on se donne les moyens, qu'on s'engage, qu'on coopère en tant qu'humain. Et moi, j'ai vu que la coopération dans le monde entier, quand elle se met en œuvre, elle produit des résultats fabuleux. Malheureusement, en ce moment, ce n'est pas super la coopération. Mais on peut le faire et n'ayons pas cette illusion de la géo-ingénierie. Je complète rapidement. Alors, ce que tu dis, Emmanuel, c'est précisément ce qu'avait prévu le concepteur de la géo-ingénierie, Paul Crutzen. Lui, il était parti du fait qu'on ne parviendrait pas à limiter nos émissions et il demandait à ce qu'on réfléchisse à l'avance à la géo-ingénierie pour le jour où ça tournerait mal, y recourir. Ça, c'est la première chose. Alors, la géo-ingénierie, il y a deux familles. Il y a une première famille qui va jouer sur le management du rayonnement solaire. Alors, on peut mettre, par exemple, des aérosols de soufre dans l'atmosphère pour imiter l'effet d'un volcan. On peut mettre d'immenses miroirs qui vont refléter une partie de la lumière du soleil, etc. Ou alors, donc, le côté management de l'absorption du carbone. On va doper les océans pour qu'ils absorbent plus de carbone, etc. Alors, il y a plein de difficultés. L'une, comme Christian vous l'a déjà dit, ça ne change en rien. Si vous voulez, tout ce qui est un des plus gros problèmes qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'acidification des océans. C'est d'ailleurs la dernière des limites qui a été franchie. Et toutes les extinctions de la vie sur Terre ont commencé par une extinction marine. Or, si vous réduisez l'effet du rayonnement solaire, vous allez encourager encore plus l'usage des fossiles, vous allez suraccélérer l'acidification des océans, notamment, c'est un des problèmes. Donc, vous allez, pour répondre à un déséquilibre, vous allez rajouter un deuxième déséquilibre beaucoup plus destructeur. Donc, c'est vraiment une solution de crétin. C'est absurde, totalement absurde. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Et effectivement, les gens qui veulent le faire, c'est pour de l'argent. Mais là, encore une fois, retenez bien ça. Pour réduire un déséquilibre, vous allez en produire un plus important. En plus, vous aurez un système extrêmement vulnérable parce que, imaginons par exemple, et ce serait la solution, c'est ça, on saurait le faire dès maintenant, de répandre des aérosols soufrés dans l'atmosphère. C'est sûr, ça descendrait la chaleur, mais ces aérosols, ils redescendent. Donc, il faudrait en permanence, il faudrait qu'une flotte d'avions, oui, c'est ça, en permanence, distribue des aérosols. Alors, je vous dis tout de suite, la première chose que je vous conseille, vous inscrivez à Sudrail et vous vous faites embaucher. Parce que le jour où ça s'arrête, vous savez, le gros problème du réchauffement, c'est son accélération, c'est que c'est trop rapide. Le vivant ne l'encaisse pas. Eh bien, là, on aurait un problème avec ce système. On aurait un réchauffement subit très rapide. Donc, en fait, c'est vraiment idiot. C'est-à-dire ça crée plus de problèmes. En plus, il y a sans doute des problèmes qu'on ne connaît pas. On pense qu'en rajoutant les aérosols, on perturberait plus encore le système des moussons, par exemple, probablement le système hydrologique mondial. Donc, c'est idiot. Il y a une telle interdépendance dans le système Terre que montrent bien justement les limites planétaires que c'est vraiment, si vous voulez, des solutions aussi stupides que lorsque Elon Musk vous dit on va aller sur Mars. Alors, pour que vous compreniez bien le problème de Mars, Mars est une planète qui est déjà morte. Donc, voilà un gars qui vous dit je fais mourir la mienne et je vais sur une qui est déjà morte. Bizarre, le garçon. Alors, il va vous dire ok, mais moi, je vais la rendre vivante. Ok, alors pourquoi tu ne le fais pas sur Terre? Pourquoi tu vas le faire là-haut, abruti? Et alors, en plus, s'il va le faire là-haut, il est vraiment con. Parce que la masse de Mars est beaucoup plus petite que la masse de la Terre. Elle est donc incapable de maintenir, par gravité, une atmosphère analogue à celle de la Terre. Quand bien même on parviendrait à terraformer, c'est l'expression, l'atmosphère de Mars, il faudrait recommencer à peine on aurait fini. Donc, nous n'avons qu'une planète où l'on peut vivre, c'est la planète Terre.
Il fallait pas parler de ça, parce que moi, c'est un trigger. Là, je suis parti pour 3 heures. Non, mais je vais répondre très vite encore à un petit détail qui moi, Là, on a parlé du climat, tout ça. Et c'est majeur. Mais bonsoir, il n'y a pas que le climat qui pose problème. Mais oui. Je veux dire, attendez, on va envoyer du soufre, du sulfure et puis des rayons solaires. Ça n'empêchera pas qu'on va continuer de produire du plastique, de couper nos forêts, d'avoir des incendies et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un système qui dit, je vais résoudre un problème que je pense majeur et tout le reste. Vous savez qu'il y a des pays, le Népal par exemple, dans le Népal, ils ne peuvent plus cultiver les sols tellement il y a de plastique dans le sol. Je veux dire, waouh. Donc non, la géo-ingénierie ne résoudra rien. Et ensuite, on doit faire un autre truc de détail, puisqu'on est là-dessus, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé en 92 ? On a commencé à créer des COP et des principes de réunion de tous les pays. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? Alors, il y avait une bonne raison de le faire, mais n'empêche qu'il y en avait une autre qui était moins induite. On a séparé les problèmes. On a créé une COP pour le climat, une autre pour la sécheresse. Maintenant, on en a une pour le plastique, on en a une pour les océans. Bref, en fait, on pense qu'on va pouvoir sillonner les problèmes pour ne pas voir leur réalité entière. C'est que notre système vie aujourd'hui doit être considéré comme un ensemble universel de la nature et non pas comme une série de petits problèmes à résoudre. Et puis... Juste pour rajouter un mot, parce qu'il se trouve que c'est ma spécialité, mais la forme de géo-ingénierie qui est la plus aboutie aujourd'hui, c'est l'absorption artificielle du CO2. En gros, c'est des gros aspirateurs à CO2, donc c'est beaucoup les pétroliers qui font ça. Hein. C'est l'Occidental Petroleum qui est la plus en avance là-dessus. Ça s'appelle le DAC. Donc, il faut imaginer un gros ventilateur où vous poussez l'air contre un filtre qui contient une espèce de colle qu'on appelle un sorbant. Vous chauffez la colle pour extraire le CO2, vous recompressez le CO2, vous le purifiez. Vous le transportez jusqu'à des zones où vous pouvez l'enfouir et là, vous l'enfouissez puis vous espérez que ça tienne dans le sol. Rien qu'en expliquant ça, vous imaginez la complexité du bordel, c'est le monde des Shadocks et surtout l'énergie qu'il faut pour ça. Tant et si bien qu'aujourd'hui, la station opérationnelle de DAC, la plus grande au monde, qui est en Islande, la station d'Orca, elle absorbe l'équivalent de ce qu'émettent 800 voitures par an. Donc autant vous dire qu'en termes d'ordre de grandeur, on n'y est pas. Et que quand bien même on trouverait les ruptures technologiques, il faudrait 4 ruptures technologiques pour que le DAC puisse être vraiment significatif. Mais quand bien même, en fait, on ne sait pas stocker du CO2 sous-sol d'une manière durable. Mais quand bien même on trouverait ces 4 ruptures technologiques demain, mais le temps de passer à l'échelle industrielle pour avoir un impact significatif sur le climat, il faudrait au bas mot une quinzaine d'années. Si les États y allaient en mode carte blanche, on fonce. Donc on voit bien que ça ne règle rien. Et de l'autre côté, on a les puits naturels de carbone. On pourrait reforester, on pourrait passer à l'agroécologie, on pourrait arrêter la surpêche. Tout ça, ça séquestrerait beaucoup de CO2. Pour le coup, c'est comme ça depuis des milliards d'années et ça marche très très bien. Et pourquoi est-ce que ça n'intéresse personne ? Eh bien, parce que sur une forêt, vous ne pouvez pas mettre le compteur. La grosse force de la géo-ingénierie du carbone, c'est que quand vous êtes Occidental Petroleum, vous pouvez aller voir des fonds de pension, vous pouvez aller voir des banques et leur présenter un plan d'investissement bien clair avec un CAPEX, combien coûtent les machines, un OPEX, combien ça coûte de les faire fonctionner, et un rendement, combien je vais vendre de crédit carbone. Voilà. Et ça, le tableur Excel, le banquier, il est content. Voilà. Le système est conçu pour financer ça. Il n'est pas conçu pour financer autre chose, et notamment la rétribution de services environnementaux. Donc, à partir de là, on a un petit problème parce que sur l'agroécologie, sur les forêts, sur les zones humides, etc., c'est diffus. Il n'y a pas de concentration capitalistique possible, alors que c'est beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, avec la géo-ingénierie, on absorbe 1 tonne de CO2 pour à peu près $600. Et c'est vachement subventionné. Ça coûte une blinde, ça ne marche pas, ça fuite partout. Il n'y a que 10% des projets de CCS qui ont abouti dans le monde. Enfin bref. Et vous absorbez la même tonne de CO2 avec des puits naturels de carbone pour tantôt $0 si vous laissez faire, tantôt 0,5 jusqu'à $10 si vous replantez des haies. Voilà, enfin bref. Donc, il n'y a pas photo, mais le système n'est pas conçu pour ça. Il est quelle heure 44. Peut-être une dernière question au débeauté très rapidement. Oui, monsieur, vous êtes le regagnant pour nos 2 invités. En fait, c'est pas vraiment pour une question, on est dans un festival de livres. Et en fait, il y a plusieurs livres qui me sont venus en tête au cours des échanges. Le premier, c'est Paresse pour tous, d'Adrien Klent,
qui raconte l'élection présidentielle de 2022 gagnée par un prix Nobel d'économie et dont le programme numéro 1, c'est la semaine de 15 heures. Et donc j'invite tout le monde, si on veut rêver un petit peu, ce livre est très bien fait, très documenté. Le deuxième, c'est Humanité de Rutger Bregman, qui lui en fait montre, c'est une enquête policière, enfin c'est comme une enquête policière, l'auteur néerlandais se pose la question, est-ce que l'homme est plutôt Rousseau ou Hobbes? Est-ce que l'homme est plutôt bon ou fondamentalement méchant? Et il fait l'enquête et il montre, ça dure 600 pages mais ça se lit comme de rien, quoi. Il montre qu'à chaque fois, l'homme est bon, quoi qu'on en dise. Et donc, c'est ce que ça m'a évoqué. Et j'aimerais en fait aussi rebondir sur le fait que, bah oui, on va y arriver, quoi. Parce que si on ne dit pas qu'on va y arriver, c'est la prophétie autoréalisatrice, et donc on n'y arrivera pas. Donc on va y arriver. Merci. Est-ce qu'on termine sur cette note positive libresque ou vous voulez rebondir? On va terminer là. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir clos en beauté